Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Territoire Éco-Var, l'émission éco de Var Matin. Alors pour ce 9e numéro, avec Marie-Cécile, nous sommes chez Oreca à Signes. Le constructeur de voitures de course sera d'ailleurs notre invité pour l'entreprise du mois. Le Café de l'Éco, quant à lui, sera consacré à la création d'entreprises avec 2 porteurs de projets sur ce plateau. Eve Favreau, qui après une période de reconversion vient de lancer la sellerie varoise, et Yves-Emmanuel Cagnolari, à la tête d'Azur Pool et Spa. À leur côté, Franck Courriol, expert en création d'entreprises France Travail dans le Var, répondra également à nos questions. Le poste, quant à lui, sera assuré par Anne-Gaëlle Villemiane, qui est à la tête dans la région des écoles de production métallurgie. Et tout de suite, le Café de l'Éco. Depuis janvier, ce sont près de 15 000 entreprises qui ont été créées dans le Var. Alors certains hésitent encore face à ce que beaucoup pensent être un parcours du combattant. Ce n'est pas le cas de nos 2 invités qui se sont lancés. Eve Favreau, bonjour. Bonjour. Alors vous, votre parcours est assez original puisqu'il s'agit d'une reconversion. Tout à fait. Racontez-nous un petit peu comment on passe de salarié dans la logistique à créatrice de sa propre entreprise artisanale dans la sellerie. Alors tout simplement à l'aube de mes 40 ans, en fait, j'ai décidé de m'orienter plus sur un côté, une activité manuelle. Donc j'ai essayé de trouver un petit peu ce que je pourrais faire. Et c'est à la suite d'une rencontre avec une cordonnière qui m'a aiguillée sur la sellerie, étant donné qu'on est basé sur la Londe-les-Morts. Donc on a tous les bateaux qui sont à proximité en Méditerranée. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne formée chez les compagnons d'Azur Concept Sellerie qui a su m'ouvrir les portes de son atelier. Et je me suis donc lancée en auto-entreprise pour pouvoir me lancer dans l'activité. Alors pourquoi avoir choisi du coup l'auto-entreprise pour commencer? C'est plus facile? Alors financièrement déjà pour moi il fallait que j'ai des revenus. Donc du coup j'ai décidé d'apprendre directement avec quelqu'un, d'être accompagné. Donc je lui fais des factures de prestation de service, je travaille sur ces projets, mais j'ai également tous mes clients qui font appel à moi directement. Et sur des projets un peu plus compliqués, je peux bénéficier du coup de son expérience en tant que compagnon. C'est une forme d'alternance dans la création d'entreprise finalement. Oui. Alors à vos côtés, Emmanuel Cagnolari. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes dans les piscines et vous lancez actuellement un produit qui est une piscine en acier. Donc vous allez nous en dire un petit peu plus sur ce produit-là et qui a fait que finalement vous avez décidé de développer votre propre entreprise et de miser sur cette innovation. Voilà, effectivement, en fait, en 2019, j'ai créé une entreprise parce que j'avais déposé un brevet d'invention à l'INPI. La genèse du projet, c'est essentiellement des demandes de clients qui étaient des kinésithérapeutes. Ils avaient besoin d'une piscine hors sol dans un endroit qui était déjà construit. Donc il y avait des problèmes de manutention et des gros problèmes aussi de construction dans des endroits déjà construits. Donc vous avez cherché une solution pour répondre à cette contrainte-là. Voilà, exactement. D'où donc j'ai réfléchi, puis j'ai déposé un brevet d'invention parce que j'avais trouvé. Et j'ai développé une entreprise pour développer ce projet. Et à partir de cette entreprise, j'ai pu donc effectivement faire toutes les certifications mécaniques et développer une autre gamme qui était de piscines, qui étaient des piscines enterrées. Alors ce sont des piscines qui sont à skimmer, à étanchéité déportée, enfin indépendante, et avec une structure en acier inoxydable. En panneau et donc un acier bien particulier. Voilà. Vous nous expliquiez avant l'émission que vous avez développé avec l'école CITEC de la Garde avec des ingénieurs, des élèves ingénieurs oui. Pour trouver le bon alliage qui résiste à la corrosion, qui résiste au milieu à l'eau de piscine en fait. Oui. Et vous nous expliquiez que c'est quand même très compliqué de trouver à chaque étape finalement de la création d'entreprise, il y a une difficulté, les fournisseurs, la matière première, les financements. Oui, alors effectivement, donc, dans la conception, je me suis fait aider par des ingénieurs deuxième année en stage avec leurs professeurs pour développer, pour sélectionner le matériau. On a sélectionné le matériau qui est un matériau innovant sur le marché. Les autres constructeurs de piscines n'en font pas du tout. Ça a été validé aussi techniquement et d'un point de vue corrosion. Et au niveau fournisseur, c'est extrêmement difficile de faire du sourcing puisque même les chambres n'aident pas. Donc j'ai dû remonter à toutes les catégories professionnelles, les associations de catégories professionnelles pour
trouver le bon sourcing, enfin les bons fournisseurs. Et là, j'ai eu la chance que le cabinet d'ingénierie mécanique avec lequel je travaille, qui n'est pas Varois d'ailleurs, qui avait déjà conçu des piscines en acier, en panneau acier, puisse m'aider à trouver un plieur, ce qu'on appelle un plieur dans le métier dans ce métier. Donc un plieur que vous n'avez pas trouvé dans la région PACA, vous l'avez trouvé dans la région voisine Rhône-Alpes. Voilà, c'est exactement ça. Alors, Franck Courriol, ces difficultés-là, et peut-être Ève Favreau viendra après sur les siennes, j'imagine, vous les constatez régulièrement dans les porteurs de projets que vous accompagnez. Qu'est-ce que France Travail est en mesure de leur proposer pour faciliter le parcours, justement ? Oui, tout à fait. On voit déjà que par le biais de ces deux témoignages, il y a un engouement pour l'entrepreneuriat, et France Travail dans ses missions, dans une volonté très volontariste et partenariale, c'est de soutenir l'envie de créer les porteurs de projets, mais aussi arriver à sécuriser leur parcours dans leurs différentes étapes, et après avoir créé, être là aussi en soutien avec les différents partenaires pour surmonter ces différentes étapes, ces différents challenges qui sont lancés, que ça soit sur déjà, une fois qu'on a l'envie d'arriver à structurer son modèle économique, arriver à travailler sur le domaine juridique, quel est le statut que je veux prendre, auto-entrepreneur, société. C'est le côté gestion, comment j'arrive à pouvoir avoir un modèle qui tient la route sur le long terme, et c'est le côté commercialisation qu'on a évoqué, où souvent là on a besoin d'un petit coup de pouce, de pouvoir arriver à faire en sorte de dégager un chiffre d'affaires, mais surtout au-delà du chiffre d'affaires, de dégager des marges pour pouvoir avoir une rémunération de son projet. Et là concrètement, par exemple, monsieur ou madame viennent vous voir en disant voilà, moi je développe tel produit, qu'est-ce que vous pouvez mettre à disposition par exemple, pour les aider à trouver un fournisseur, le financement pour acheter la matière première, parce que je crois que ça aussi, c'est quand même un sujet important pour vous. Concrètement, qu'est-ce qu'ils trouvent chez vous ? Alors, France Travail n'agit pas seul. On va agir tout d'abord sur ce qu'on appelle l'émergence du projet. Aujourd'hui, avec la loi pour le plein emploi, il y a la volonté de pouvoir aller sur ce plein emploi dans le domaine du salariat, mais aussi par le biais de la création d'entreprises et de l'entrepreneuriat. Donc c'est susciter cette envie. France Travail, avec ses équipes, va travailler à faire en sorte que, est-ce que l'envie d'entreprendre existe ? Est-ce que c'est réaliste et raisonnable sur un territoire, sur un projet ? Donc nos équipes travaillent en lien avec des partenaires pour faire émerger cette envie d'entreprendre, de reconversion. J'étais salarié, je crois, dans une entreprise assez importante. J'ai envie de passer à autre chose. Est-ce possible? Est-ce réalisable? Et de pouvoir se lancer. Je crois que c'est les démarches que vous avez entreprises initialement. Oui, alors moi c'est vrai que j'étais en fin de droit et j'ai eu la chance du coup, encore actuellement, d'avoir un accompagnement même un petit peu financier qui me sécurise un tout petit peu et qui m'accompagne du coup durant ma première année en auto-entreprise. Donc derrière le côté justement travailler sur l'envie de créer son entreprise, France Travail, c'est un des premiers accompagnateurs financiers, une aide financière qui est non négligeable, surtout si on est au niveau de l'assurance chômage, puisque 60% de ces droits peuvent être transformés en capital d'entrée pour créer son entreprise ou suivre, ou opter pour le maintien des droits, ce qui a été le cas, puisque à côté de la création, je crois que vous pouvez bénéficier d'une aide complémentaire qui peut être modeste par rapport à votre développement économique, mais qui n'est pas négligeable sur le fait de pouvoir avancer dans son projet et le développer. Alors, si vous deviez retenir, chacun de vous deux, la grosse difficulté auquel vous avez été confronté dans ce parcours entrepreneurial, ça serait quoi ? Monsieur Colignari. Oui, écoutez, moi ce serait essentiellement la recherche de subventions. C'est très difficile et puis on s'aperçoit peut-être un peu tard que les subventions on les donne qu'aux entreprises qui ont moins de 3 ans. Donc dans un développement d'entreprise, si on a des projets qui viennent se greffer, comme moi, c'est des projets assez longs, parce que tout ce qui est certification mécanique, sourcing, etc., c'est très chronophage, ça prend énormément de temps. On peut arriver en bout de course. Moi j'ai eu la chance juste avant les 3 ans de pouvoir trouver 1 ou 2 dispositifs, mais j'aurais pu en bénéficier d'un autre, ce que je regrette. C'était trop tard. Et c'était trop tard. Donc rechercher les personnes, parce que j'ai fait pratiquement tout le territoire du Var pour trouver les contacts, et trouver des contacts qui s'intéressent à vous, c'est assez difficile. On trouve les beaux contacts, on y arrive, maintenant il faut que ce soit fait à temps, quoi. C'est ça la grosse difficulté. Et là j'arrive donc aux fins de cycle où je sais que le produit
il intéresse le marché, où je n'arrive pas à financer la matière première. Parce que moi, c'est des alliages, c'est des métaux assez spécifiques. Du matériel assez cher aussi. Les matériaux oui, le matériel, c'est surtout les matériaux pour fabriquer la piscine qui sont assez onéreux, et les banques ne prêtent pas, parce que c'est pas considéré comme des actifs. Et là, j'ai du mal à trouver des gens qui puissent m'aider à financer. Monsieur, dans ce cas précis, Monsieur Courriol, est-ce qu'il y a des dispositifs dans ce cas-là pour aider? Alors, dans ce cas précis, France Travail joue un rôle de facilitateur avec le conseil régional qui, depuis la loi NOTRe, est compétent en matière de développement et création d'entreprises, et de tout l'écosystème qu'il a mis en place, surtout en région Provence-Alpes d'Azur, pour accompagner celui qui crée et celui qui a créé dans le développement économique. Nous avons évoqué Raising Sud, qui est une entité du conseil régional qui, par rapport à ce type de projet, peut venir en soutien pour trouver des sources de financement, pas forcément des subventions, ça peut être le cas, mais d'avoir des aides financières et de créer un réseau aussi d'acteurs qui peuvent soutenir cette démarche de création. Oui, Rising Sud, donc l'agence de développement économique de la région, qui est compétente à la matière. On travaille également avec les consulaires, que ce soit la Chambre des métiers de l'artisanat, que ce soit la CCI VAR, pour créer cet écosystème favorable à l'entrepreneuriat, selon qu'on soit dans les métiers de l'artisanat ou qu'on s'en rapproche, ou qu'on va les atteindre, ou qu'on soit dans des métiers de commercialisation, commerce, où là on va s'adresser et on va travailler avec la chambre CCI. Et vous, Madame Favreau, du coup, c'était quoi la plus grosse difficulté? Alors moi, la difficulté, ça a été de me positionner sur est-ce que je rentre par le biais d'un CFA à la Seine pour passer un CAP sur une année en formation continue sur 8 mois, et j'avais pas d'autre option vu mon âge. Donc il y a deux choses qui se sont posées, c'est que j'étais du coup en fin de droit, donc je bénéficiais effectivement d'une aide, mais on va dire pas assez conséquente pour pouvoir finir la formation et subvenir à mes besoins, étant donné qu'il y avait quand même la distance, les trajets, etc. Du coup, j'ai opté pour une formation au métier, parce que je voulais être formée dans les règles de l'art, avec des qualités de produits, des produits de qualité, et avoir un accompagnement personnalisé, même après le lancement de mon activité. Donc moi, j'ai choisi directement de me lancer en auto-entreprise. Je me suis lancée dans le bain, je n'ai pas demandé de financement. Et du coup, il m'accompagne sur mon projet déjà depuis 1 an. Qu'est-ce qui vous manque en fait pour passer du statut d'auto-entrepreneur à entrepreneur classique? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez à moyen terme ou... Alors oui, quand je me serai un peu plus développée. Là, en attendant, je vais passer un CAP en candidat libre pour valider toutes mes connaissances. C'est simplement une formalité, parce qu'étant donné que la sellerie est un métier d'art, je peux ouvrir donc du coup ma société, ma micro-entreprise, sans passer de diplôme. En revanche, pour pas faire n'importe quoi, il vaut mieux être accompagné et avoir de bonnes bases. C'est pour ça que j'ai choisi d'être accompagné par cette personne. Monsieur Cagnolari, donc on l'a bien compris, vous actuellement la grosse difficulté, c'est trouver le financement pour acheter la matière première qui permet de fabriquer, donc de vendre votre produit. Voilà. Vous avez trouvé le partenaire pour la fabrication, mais il y a un coût de départ. Est-ce que là vous en êtes où dans votre tête? Ça vous inquiète? Vous vous dites je vais peut-être devoir renoncer, ou vous vous dites je continue à frapper aux portes pour trouver une solution? Dans quel état d'esprit vous êtes là en tant que créateur d'entreprise? Écoutez, nous on peut pas se résigner, parce que c'est quand même c'est un projet qui est assez long, dans lequel j'ai déjà beaucoup investi, que ce soit personnellement ou financièrement, hein, donc au détriment de mon salaire, etc. Moi je sais que le produit plaît, parce que j'ai fait des tests auprès des professionnels. D'un point de vue institutionnel, je me suis tourné pas vraiment vers l'institutionnel, mais plus vers le privé. Et j'essaye, alors en plus, d'autant que je vais apporter un carnet de commandes qui finalement, avec des acomptes, si vous voulez, va permettre de financer la matière. Mais il faut quand même que j'ai au départ la possibilité de pouvoir être autonome dans le paiement de la matière première, parce que c'est quand même des bobines, ça sort directement de l'usine.
Et on ne trouve pas ce matériau dans la filière négoce. Donc je suis obligé d'acheter par 20 tonnes. Donc ça fait des coûts de 100 150 000 euros pour financer le départ. Avec, je le redis, avec des carnets de commandes. Donc je suis en train de voir auprès de mes partenaires avec qui je travaille, qui sont dans le privé, qui ne sont pas des institutionnels, pour trouver une solution. Parce que la meilleure solution, c'est de trouver une solution avec des entrepreneurs. Oui. Voilà, à mon sens. Maintenant, si les institutionnels, j'arrive à trouver quelque chose, ça me plairait bien. Mais comme je disais déjà, c'est que pour avoir un contact à la BPI direct, c'est très difficile, il faut toujours passer par un intermédiaire. Oui. Donc là, actuellement, je suis en train de trouver avec le plieur qui, lui, fait partie du réseau Entreprendre de sa région, Bourgogne-Franche-Comté, une possibilité comme intermédiaire à la BPI. Une porte d'entrée. Voilà. Est-ce que ça, Monsieur Courriol, le fait d'être en relation avec d'autres entrepreneurs qui ont déjà, peut-être par le biais de mentorat, qui ont déjà une expérience, qui ont peut-être une entreprise avec des salariés, quand vous êtes face à des porteurs de projets qui n'ont pas encore de salariés, est-ce que ça, c'est une demande et c'est quelque chose sur lequel vous pouvez intervenir aussi? Alors, France Travail va beaucoup œuvrer en amont de la création et puis après va travailler en réseau avec les différents acteurs. On a cité tout à l'heure le conseil régional avec Résiling Sud. Vous avez évoqué BPI aussi avec qui nous travaillons, puisque c'est des acteurs qui sont facilitateurs pour porter un projet, pour trouver des sources de financement possibles. Alors quand la sphère privée arrive à fonctionner par elle-même, tant mieux. Après, le maquis de la recherche de financement est toujours compliqué. Trouver sa banque qui va pouvoir nous suivre ou son pôle bancaire pour suivre, ils ont des fois besoin d'être réassurés sur des projets qui sont portés. Et rien de tel que jouer le réseau des acteurs sur l'entrepreneuriat, que ce soit par le biais du conseil régional, que ce soit par le biais de BPI. Et France Travail agit en partenariat avec ces différents acteurs pour justement, au niveau de chaque étape, de pouvoir transformer. On parlait tout à l'heure du statut d'auto-entrepreneur. C'est quelque chose qui permet aujourd'hui de pouvoir se lancer assez facilement dans l'entrepreneuriat. Pour autant, ce n'est pas la clé des miracles. Ça ne doit pas durer forcément éternellement. C'est un bon modèle qui a permis d'entraîner l'entrepreneuriat. Après, c'est d'arriver à pouvoir cranter. Vous parliez notamment, j'envisage de devenir artisan. C'est de pouvoir aussi faire le lien avec la Chambre des métiers et de l'artisanat pour pouvoir transformer, que ça soit pour la qualification métier, puisqu'on voit qu'on est sur des métiers très techniques, mais aussi sur la manière de gérer une entreprise, de pouvoir trouver aussi l'expert comptable, sa banque, qui va pouvoir soutenir la démarche et pouvoir l'inscrire dans une pérennité. Alors c'est vrai que la Chambre des métiers, pour ça, je trouve, est assez compétente aussi. Et propose des formations. Moi, j'ai suivi une formation sur 2-3 jours qui expliquait vraiment tous les aspects de l'auto-entreprise, les aides dont on pouvait bénéficier et du coup, ça ancre vraiment dans le sujet et vous avez toutes les informations quand vous démarrez l'activité, quoi. Donc ça, c'est intéressant, je trouve aussi. Alors j'en profite puisqu'on est sur la semaine Restart au sein de France Travail. C'est une semaine qui est consacrée à l'entrepreneuriat où nous avons plus de 20 actions dans le Var sur cette semaine avec les différents acteurs. On parlait de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ça sera le cas mercredi matin où les différents acteurs seront présents à la Valette pour justement travailler, faire du réseau, mettre en lien pour pouvoir transformer et sécuriser ces parcours des créateurs d'entreprises et de ceux qui ont créé. Si on regarde au niveau de France Travail, c'est plus de 12% des personnes qui sont inscrites à France Travail qui sont dans une démarche de création d'entreprise. 6 000 qui sont dans les premières étapes. Soit je m'imagine créateur, soit je suis en train d'élaborer mon projet, mais je ne me suis pas encore immatriculé. Et on voit qu'il y a plus de 4000 personnes qui ont créé leur entreprise et qui sont toujours inscrits chez France Travail. Notre objectif par rapport à ceux qui ont déjà créé, c'est aussi les accompagner dans leur développement de leur chiffre d'affaires et surtout de leur marge pour qu'ils puissent après être autonomes financièrement. On apporte cette aide de démarrage, de lancement, ça fait un boost, ça permet de pouvoir se lancer même actuellement pour vous. Et puis après, c'est de pouvoir voler de ses propres ailes. Merci à tous les trois pour vos témoignages. On a vu, c'est pas un long fleuve tranquille de monter son entreprise, mais on peut se faire aider en tout cas. Donc peut-être que ça a suscité des vocations, qui sait. Tout de suite, on passe à l'entreprise du mois.
L'entreprise du mois, c'est le constructeur de voitures de course Oreca qui nous accueille aujourd'hui au sein même de son atelier. Bonjour Raphaël de Chonac. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors Oreca génère aujourd'hui 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 350 salariés. On découvre tout de suite l'activité d'Oreca en images. Bonjour Raphaël de Chonac, vous êtes le directeur général d'Oreca. Donc déjà merci de nous accueillir chez vous dans votre technocentre qui est tout récent puisqu'il a ouvert en juin dernier je crois. Pourquoi avoir construit cet espace de 8000 m²? À quoi ça sert? Écoutez, c'était une réflexion qu'on avait de longue date et en même temps je dirais que ce technocentre il a deux objectifs. Le premier, c'est comme vous le savez, on collabore avec de plus en plus de grands constructeurs engagés dans des grands championnats de sport automobile, notamment beaucoup en endurance, donc des grandes courses comme les 24 heures du Mans, aussi d'autres courses d'endurance aux États-Unis ou en Asie. Et c'est vrai que pour pouvoir collaborer avec ces constructeurs, il fallait pouvoir complètement faire évoluer notre outil technologique, upgrader, parce que leurs attentes, leurs besoins sont nombreux. Et je dirais que dans ce technocentre, on a pu complètement mettre en place les dernières technologies, mettre en place en même temps des ateliers propres à chaque composant, parce que vous savez, une voiture de course, en fait, ça s'assemble et il y a bien entendu beaucoup de métiers qui permettent de le faire. Donc ici, véritablement, on est dans cet outil high-tech dont Oreca avait besoin pour ces différents challenges. Et puis, deuxième raison, c'est vrai qu'Oreca est aujourd'hui, à travers la course automobile, c'est une fantastique vitrine pour le groupe. Donc il fallait je dirais un centre, un bâtiment qui puisse représenter justement l'image d'Oreca, son développement, ses ambitions, et puis en même temps un lieu de vie pour ses collaborateurs et collaboratrices, parce que c'est très important. On a, vous le voyez, un métier où il y a peu de machines. Je dirais la femme et l'homme sont clairement au cœur de notre savoir-faire. Donc c'était pour ces deux raisons-là, en tout cas, très important. On peut citer peut-être les grands constructeurs que vous évoquiez, puisqu'ici, il y a certaines voitures assez prestigieuses qui sont fabriquées, par exemple, pour Ferrari. Combien de voitures sortent d'ici Alors, un petit peu plus de 70 par an, ce qui est un chiffre énorme, plus associé à nos propres voitures Oreca qu'on construit. Ça fait pas loin d'une centaine de voitures chaque année qui sortent des ateliers. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un gros travail d'organisation. Et puis, effectivement, Ferrari, c'est pour nous un contrat extrêmement important. Ferrari est un des constructeurs les plus exigeants. Ses process, ses procédures sont extrêmement exigeantes et il fallait qu'on puisse, un petit peu à l'image de ce que je vous disais tout à l'heure, complètement aussi faire évoluer nos process et notre outil de production. Donc Ferrari, c'est, je dirais, un beau, bien entendu, pour nous un privilège, mais en même temps un vrai symbole du niveau auquel on veut aller en termes de développement technologique. Oui, puisqu'ici, ce qui est étonnant, vous le disiez tout à l'heure, c'est que c'est à la fois beaucoup d'humains, de choses qui sont faites à la main, manuellement, avec beaucoup de personnel, et c'est aussi beaucoup de technicité, une espèce d'alliance entre le high-tech et le cousu humain, finalement. Oui, tout à fait. Les deux sont totalement associables. Vous avez bien entendu toute une ingénierie. On a un bureau d'études avec une grosse équipe qui travaille avec de la soufflerie numérique. Donc, c'est des technologies de pointe.
pointe. Et puis après, on arrive dans les ateliers à des métiers beaucoup plus manuels, du composite, la chaudronnerie, le contrôle qualité, puis pas mal d'ateliers de sous-ensemble. En fait, une voiture, quand on la conçoit, elle est déjà, je dirais, préparée sur un certain nombre de sous-ensembles pour gagner du temps. Donc voilà, c'est un petit peu l'ensemble de toutes ces composantes qui fait que vous avez des voitures qui performent. Et ces métiers, parfois vous avez du mal à recruter dans certaines branches, lesquelles ? Je dirais qu'aujourd'hui, ce sont des métiers très spécifiques, des métiers de niche. Pour rien vous cacher, on embauche aussi parfois de la main-d'œuvre étrangère parce que, notamment dans le sport automobile, les pays anglo-saxons sont souvent très en avance. Donc ça, c'est une réalité. Après, on embauche aussi naturellement et en majorité, bien entendu, dans l'Hexagone. Et ce sont des métiers, les métiers dont je vous parlais juste avant, qui, je dirais, dans l'ensemble, sont tous aujourd'hui très très sollicité, mais je pense comme dans toutes les industries, l'aéronautique doit avoir à peu près les mêmes soucis que nous. Donc c'est vrai qu'on a besoin là-dessus d'être aussi écouté parfois pour pouvoir disposer d'une main-d'œuvre. Alors nous on essaye aussi beaucoup de prendre des jeunes le plus tôt possible, de les former, de les accompagner. L'alternance permet beaucoup ça, les stages. Donc on travaille aussi avec le tissu régional. Il y a pas mal d'écoles de formation dans la région et dans le département qui le permettent. Mais voilà, on est toujours un peu à la recherche de monde et voilà, c'est un vrai sujet. Alors, parmi les voitures que vous fabriquez, il y a la fameuse Oreca 07, 130, je crois, vous en avez déjà fabriqué depuis 2017. Et vous en avez... cette voiture, finalement, elle a un monopole sur la catégorie LMP2 avec 25 véhicules engagés aux 24 heures du Mans. Comment vous expliquez que finalement, vous êtes devenu plus que le champion de cette catégorie ? Vous avez évincé un petit peu tous vos concurrents. Écoutez, c'est un long travail, 2017, donc comme vous l'imaginez, ça remonte à quelques années. Depuis, effectivement, Oreca a toujours gagné aux 24 heures du Mans. C'est 150 victoires sur tous les continents. Donc effectivement, aujourd'hui, pour les teams de course, pour les pilotes, c'est une voiture qui est reconnue. Et pour nous, ça, c'est très important. Après, il y a un gros travail. La voiture est une chose. Nous, très vite, en fait, on a mis en place aussi tout un service technique, ce qu'on appelle un service client. C'est-à-dire quand vous avez la voiture sur le circuit, vous avez une équipe Oreca qui accompagne les clients, qui leur donne un certain nombre de conseils. Entre les courses, les clients peuvent aussi totalement être en contact avec tous les ingénieurs d'Oreca, data, notamment pour pouvoir faire remonter toutes les informations, dysfonctionnements éventuels. Et puis les pièces détachées. Sur tous les circuits, on a des camions de pièces détachées, donc il faut que le client aussi puisse disposer des produits. C'est pas seulement la fabrication, c'est aussi Exactement. tout le service qu'il y a autour. Vous parliez de la data, c'est ce qui permet peut-être aussi d'améliorer. L'Oreca 07, depuis la première jusqu'à la 130e, j'imagine, elle a évolué grâce à... Alors, il y a une réglementation, donc oui. Vous êtes contraint à respecter cette réglementation. Ça, je dirais, tous les constructeurs le font. Bien entendu, on essaye d'améliorer sans arrêt un certain nombre d'aspects. C'est pas forcément des aspects liés à la performance, ça peut être aussi des aspects liés à, je dirais, à la praticité d'utilisation du véhicule, soit pour le pilote, soit pour les mécaniciens. Voilà, c'est les choses qu'on améliore. Et puis aussi la fiabilité de la voiture, c'est le plus important. Vous savez, en endurance, il ne suffit pas d'aller vite. Il faut surtout arriver et finir les courses. Donc ça, pour nous, la fiabilité, c'est un élément déterminant. Alors Oreca a choisi aussi de se diversifier. Je crois que la diversification, c'est 45% de votre chiffre d'affaires. Ça consiste en quoi ? Aujourd'hui, Oreca, le groupe Oreca, si je devais le résumer en quelques mots, c'est 3 métiers pour 3 secteurs d'activité. 3 métiers, celui dont on vient de parler, le motorsport, donc toute l'activité de constructeur, et puis après 2 autres métiers de diversification qui sont le retail e-commerce, et je vous redonnerai peut-être un petit peu plus de détails après, et l'événementiel. Et on s'adresse à 3 marchés, le sport automobile, naturellement, dont on vient de parler, l'automobile et le sport désormais. Donc en fait, la diversification, elle se fait à 2 niveaux, à la fois au niveau des expertises, des métiers, et à la fois au niveau des secteurs d'activité. Oui, donc vous vendez des pièces et vous vendez aussi des objets dérivés Alors, de certaines sur marques. le premier métier de diversification, retail e-commerce, effectivement, ça représente à peu près 90 personnes chez Oreca, avec des métiers extrêmement spécialisés, notamment dans le e-commerce.
À l'origine, on est un spécialiste de la vente de pièces et accessoires. Ces métiers-là, il y a quelques années encore, étaient des métiers de vente à distance. Et puis peu à peu, bien entendu, le web est venu s'installer. Donc on a, nous, très très tôt, décidé d'intégrer tous les métiers du web pour pouvoir créer notre propre plateforme. Et aujourd'hui, on est un des leaders en France et en Europe à travers notre plateforme Horeca Store, horecastore.com. Et effectivement, on a évolué peu à peu grâce à ce savoir-faire vers d'autres métiers, le métier de création de sites pour la vente de produits, merchandising, produits ce qu'on appelle lifestyle. Donc d'abord dans l'univers de l'automobile, en travaillant avec un certain nombre de constructeurs, Alpine, Peugeot, DS, Citroën, voilà, il y a un certain nombre de constructeurs avec qui on travaille sur ces gammes de produits-là. Et puis, depuis peu, dans l'univers du sport, puisque quelque part, créer une plateforme pour un constructeur ou créer une plateforme pour un club sportif ou une fédération représentait à peu près le même développement. Donc on a commencé à travailler notamment dans le rugby avec la Fédération française de rugby. Donc on fonctionne en marque blanche. Si vous allez sur le site de la Fédération française de rugby, nous n'apparaissons pas, mais derrière la création du site, son animation, toute la partie supply, tout ce qui va jusqu'à la livraison du produit, c'est Horeca. Et depuis peu maintenant aussi, beaucoup dans le foot. On a intégré un club prestigieux l'année dernière, l'Olympique de Marseille, qui est pour nous une certaine fierté. Depuis peu, l'OGC Nice, le TFC Toulouse. Voilà, donc pour vous donner un petit peu l'ensemble des plateformes, c'est je crois 25 plateformes que l'on gère en permanence chez Horeca. Et vous êtes aussi organisateur d'événements avec le basket à 3 ? Alors, le basket à 3 est effectivement une orientation vers le sport. À l'origine, notre activité événementielle, elle est orientée de la même manière, c'est un peu en vitrine de l'activité dont je viens de vous parler, sur le sport auto et l'automobile. On est une agence qui accompagne des constructeurs ou des équipementiers sur tout ce qu'on appelle les activations, soit pour les clients. Donc c'est du roulage sur circuit, soit avec des voitures de course, soit avec des voitures de route, des fan zones sur les circuits ou les grands événements, des hospitality aussi. Puis après, on organise beaucoup d'événements presse, des lancements presse. Donc là, on est clairement dans l'automobile. Et notamment, il y a un gros enjeu aujourd'hui avec la transition énergétique où il faut pouvoir accompagner, expliquer qu'est-ce que c'est effectivement cette transition énergétique, rouler en électrique, en hybride versus des moteurs thermiques. Donc c'est vrai que notre ADN de constructeurs nous aide parce que nous sommes à l'origine plutôt des sachants du produit. Et puis pour finir, on accompagne aussi beaucoup de réseaux, des réseaux de concessionnaires qu'il faut former à ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est vraiment notre cœur métier en tant qu'agence. Et puis on a un deuxième métier dans Horeca Events où on est plus propriétaire, c'est-à-dire on propose des offres de produits et des événements. Donc, dans le domaine de l'automobile et de l'automobile loisir, on a toute une gamme de produits Horeca Experience avec des stages de pilotage, organisation de team building, d'incentives pour des entreprises. Pour des entreprises, voilà. Quelles qu'elles soient. Donc, on travaille beaucoup avec les entreprises de la région. On a une piste dans l'enceinte du circuit Paul Ricard avec qui on a un partenariat. Et pour revenir à votre question du départ, effectivement, un petit peu à l'instar du retail commerce, on voulait se diversifier dans l'univers du sport. Et donc, on a décidé de reprendre la licence pour l'organisation de la manche française de la Coupe du Monde de basket 3-3. Basket 3-3 est en pleine explosion. C'était au JO de Tokyo. Une belle médaille d'argent. Une belle médaille d'argent fantastique à Paris. Il faut savoir que l'équipe de France qui était à Paris un mois avant avait été finaliste au tournoi de Marseille. Que vous organisez. Qu'on organisait, donc j'ai envie de dire, on leur a permis de bien affiner, s'entraîner, et en plus ce sont des joueurs plein de talent, souvent méconnus, mais très accessibles, donc c'est très agréable. Et donc on a organisé effectivement et créé ce qu'on appelle le 3X Festival à Marseille, qui est la seule manche en France de la Coupe du Monde de basket 3-3. Il y a 12 manches dans le monde, donc pour vous dire que c'est un événement qui est assez unique. Et pour aborder justement l'international, donc au-delà de la diversification, il y a aussi votre présence à l'international. Bon, c'est vrai que par nature, vous êtes forcément présent à l'international avec vos véhicules de course, mais vous avez une antenne désormais à Indianapolis aux États-Unis. Pourquoi ce choix c'est pour accompagner vos clients sur place ? Exactement. Je pense que
Horeca a toujours suivi ses clients. Pour nous, ça c'est un élément important. On est présent aussi en Asie, on a été sur d'autres activités. Là, les États-Unis, en fait, c'est une longue histoire. Horeca, les États-Unis, on a été très présent au début des années 2000, notamment à l'époque de la Chrysler Viper que vous voyez, puisqu'on avait un gros partenariat avec Chrysler à l'époque, ce qui nous a amené à concourir dans pas mal de championnats. Et c'est vrai que ces dernières années, à travers la LMP2, à travers aussi notre collaboration avec Honda, parce qu'ils ont des voitures Acura que l'on accompagne aux États-Unis, et puis l'arrivée du contrat Ferrari, parce que nombreuses Ferrari courent aux États-Unis. On a réfléchi effectivement à complètement revoir notre implantation aux États-Unis. Donc, j'ai envie de dire, on s'est réimplanté. On a choisi Indianapolis parce que Indianapolis, c'est vraiment un lieu un peu emblématique et puis où il y a beaucoup d'industrie sport automobile. Donc, on peut complètement travailler sereinement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et l'objectif, clairement, c'est d'accompagner tous nos clients, qu'ils soient sur prototype, qu'ils soient sur voiture GT, pour à la fois la partie technique, donc l'ingénierie, et aussi la partie pièces détachées. Puisque, comme je vous l'avais expliqué pour les LMP2, on fait la même chose. On a un camion, on a des techniciens qui se déplacent, plusieurs camions même qui se déplacent sur les différentes courses aux États-Unis. Merci Raphaël de Chonac. Merci à vous. Et tout de suite, le poste. Alors le poste est assuré aujourd'hui par Anne-Gaëlle Villemiane. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice des écoles de production métallurgie de la région. Première question, c'est quoi une école de production ? Alors une école de production, c'est une école privée hors contrat qui est spécifique pour les élèves de 15 à 18 ans qui veulent passer un CAP, donc soit pour nous en électricité ou en chaudronnerie soudage. Ces élèves vont passer un examen classique, mais par contre, pendant 2 ans, ils vont passer 23 heures par semaine en atelier à produire des pièces pour les entreprises. Donc les entreprises viennent, elles ont des besoins, nous pouvons faire des devis, et derrière, les élèves réalisent, tout comme une mini-entreprise, les pièces pour les entreprises. C'est un peu une façon de faire son apprentissage au sein même de l'école en fait. Exactement. Comme nos élèves sont tous mineurs, ils viennent de 3e, donc ils ont à peu près 15 ans. C'est difficile pour eux de trouver un apprentissage. Donc on a ce SAS en fait, sous format scolaire, mais qui leur permet d'avoir une vraie expérience, puisque 23 heures par semaine, c'est pratiquement 2/3 du temps en atelier. Et ensuite, ils ont aussi des stages au cours de ces 2 années pour découvrir le monde en entreprise et se préparer à l'employabilité au bout des 2 ans. Alors justement, là, il y a une première promo qui a fini ses 2 ans de cursus à La Seyne-sur-Mer, donc l'école de chaudronnerie. Oui. Où sont-ils aujourd'hui, ces élèves ? Il y en avait combien ? Et aujourd'hui, ils sont répartis dans quelles entreprises ? Alors pour la première promotion, on avait une petite promotion de 5 élèves, puisqu'on a démarré donc, il y a 2 ans. De toute façon, ce sont des petits groupes d'une 12aine d'élèves. Donc là, on en avait 5 qui sont partis en bac pro en alternance et qui sont donc chez des entreprises partenaires, par exemple comme Acti, qui est un gros client à nous, ou Naval Group, par exemple. Alors peut-on imaginer d'autres écoles de production sur notre territoire ailleurs qu'à celle de Nice, d'Istres ou de La Seyne-sur-Mer ? Alors aujourd'hui, effectivement, on a 3 écoles de production, donc Istres, La Seyne-sur-Mer et Nice. Et l'objectif, effectivement, c'est que d'ici 2 ans, on ouvre une 4e école pour couvrir l'ensemble du territoire et donc l'ensemble des besoins des entreprises. Ce sera aussi en chaudronnerie soudage. Quel profil d'élèves vous recherchez ? Et aujourd'hui, si certaines familles sont intéressées, certains élèves, quels sont les critères où on peut se dire tiens, je vais intégrer une école de production métallurgie ? Alors nous, c'est vrai qu'on va cibler surtout les jeunes qui ont 15 ans ou qui vont avoir 15 ans à la fin de l'année. Et on va surtout regarder la motivation de l'élève. On ne va pas forcément regarder ses notes ou tous les bulletins scolaires. On va surtout s'intéresser à sa motivation. C'est pourquoi on va organiser plusieurs jours d'immersion auparavant. Et on va voir vraiment l'envie, la motivation, le comportement de l'élève pour qu'on puisse ensuite le prendre au mois de septembre. Anne-Gaëlle Villemiane, merci. Merci à Horeca de nous avoir accueillis pour le tournage de cette émission Territoire Éco-Var. Merci au service vidéo de Var Matin. Merci Sophie Doncé. Merci Loris Biondi. Merci Guilhem Récavi. Merci Amandine.
Merci Marie-Cécile. Alors n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Quant à la prochaine, on se donne rendez-vous fin octobre. D'ici là, à bientôt.